Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en ce mercredi pour ce nouveau numéro d'Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? ça va? Eh bien écoutez, je suis ravi de vous recevoir ce soir donc pour parler avec Sandrine Cohen qui est romancière, scénariste et réalisatrice de fiction et de documentaire. Elle est avec nous ce soir pour nous parler, Sonia, de ce livre Antoine, un fils aimant aux éditions Belfond Noir. Nous aurons, Sonia, dans quelques instants l'occasion d'avoir ta chronique. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? C'est un huis clos familial et on voit jusqu'où peut l'amour d'une mère pour ses enfants et vice-versa peut emmener. Eh ben écoute, dans quelques instants, nous t'écouterons. Nous aurons bien évidemment aussi, on change pas une équipe qui gagne, l'extrait de Marie, la comédienne de l'émission. Donc encore une fois, elle y a mis des petits effets sonores lors de cet extrait. Donc n'hésitez pas à mettre un casque si vous en avez un sous la main, puisqu'on les entend beaucoup mieux. Nous aurons la question de l'invité, et puis on terminera avec Séraphine. Séraphine, le grill de Séraphine. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Séraphine, sur Sandrine Cohen? Que Sandrine, c'est une multicasquette comme on les aime, qui sait, qui fait pas mal de choses et surtout qui a des messages, qui fait passer des messages forts. Et donc forcément, c'est quelque chose moi qui m'intéresse et que j'aime bien aller fouiller. J'ai hâte. Eh ben écoute, on t'écoutera dans quelques instants et puis je vous le rappelle mes chers amis que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et vendredi à 19h30 en direct sur Facebook et sur YouTube. Vous posez vos questions en commentaire, le but du jeu pour l'auteur c'est d'y répondre et je vous propose tout de suite d'accueillir donc Sandrine Cohen. Bonsoir Florian. Et bonsoir Sandrine, ravi de t'accueillir dans cette émission Entre l'encre et les mots. Comment vas-tu? Je vais très bien, d'autant plus que je suis avec toi ce soir. Eh ben, écoute, merci à toi. Donc, on le rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ce livre Antoine, un fils aimant aux éditions Belfond Noir. C'est ton 3e roman. On va avoir l'occasion de parler de ton univers livresque, de ton métier de réalisatrice et de photographe aussi, si tu l'acceptes. Mais voilà, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Sandrine Cohen? Alors, écoute, je suis dans l'ordre et dans le désordre, romancière, scénariste, réalisatrice de documentaires et de fiction. J'aime à penser que je suis née pour raconter des histoires. Voilà, c'est ma passion et ce, quel que soit le support finalement. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, merci à toi. Je remercie toutes les personnes qui arrivent. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui sont là. Donc tu es romancière, scénariste, mais si tu devais faire la liste vraiment du métier que tu choisirais en priorité par rapport à ce que tu fais, puisqu'on va avoir pas mal de questions, je sais, là-dessus, parce que écrire et réaliser, ce n'est pas la même chose. Comment tu construis ton univers? Oh là là, mais c'est comme si tu me demandais, c'est le choix de Sophie, c'est comme si tu me Je me suis demandais entendu, ouais. entre les 2 enfants, c'est pas possible. Non, après, je peux raconter comment ça s'est tricoté, puisque Oui. en réalité, alors moi, je suis tombée dans les mots et dans la littérature lorsque j'étais toute petite. J'ai su lire, je devais avoir 4 ans. Je pense que les livres m'ont sauvé la vie, véritablement, par la lecture d'abord et puis par l'écriture ensuite. J'ai d'abord beaucoup écrit des scénarios et je suis passée à la réalisation de manière assez naturelle. Et ensuite, message d'espoir pour la plupart des gens, je suis une succession d'échecs réussis. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai pas, au départ, j'ai écrit et réalisé un téléfilm et puis après, je me suis mise à l'écriture de séries et ces séries étaient très optionnées, ça plaisait aux producteurs, ça plaisait aux FAI, mais ça ne passait pas le cap de la diffusion. C'est-à-dire que j'arrivais pas à les fabriquer et à les donner au monde réellement. Et un jour, à 3 heures du matin, j'en avais ras-le-bol. Mon cerveau m'a réveillée en me disant, bon, puisque c'est comme ça, écris donc des romans. Et je me suis mise à écrire des romans qui sont
qui étaient au départ donc des adaptations de séries, c'est-à-dire que je partais d'histoires que j'avais fabriquées pour l'image et je les ai mises en mots. Alors Antoine spécifiquement a été complètement écrit on spec pour le roman, mais néanmoins Clélia était d'abord une héroïne de série télévisée. Et voilà. Et en fait, après, il s'est trouvé que mon premier roman, Rosine, une criminelle ordinaire, a trouvé sa maison. Mes histoires ont trouvé leur maison, mes histoires très personnelles. Et ce qui me manquait ensuite, c'était le plateau. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on fabrique un film, le plateau, c'est le moment où on a choisi les décors, les costumes, les maquillages, les acteurs et on raconte réellement l'histoire en images et j'aime à dire en corps. En corps, C-O-R-P-S, c'est-à-dire avec le corps des comédiens, les émotions des comédiens. Et ça me manquait terriblement, ainsi que l'aventure collective, puisque sur un plateau de cinéma, moi, je travaille avec entre 50 et 70 personnes par jour. Voilà. Et je me suis mise à faire de la réalisation dite de commande, au départ très humblement, en repassant par ce qu'on appelle les quotidiennes. Donc, pour ceux qui connaissent, Ici tout commence et Plus belle la vie, et Plus belle la vie encore plus belle. Et puis, j'ai fait un premier meurtre dans le Cantal, et puis Les Reclus, et puis voilà. Et j'ai trouvé un vrai équilibre aujourd'hui entre donc mes histoires très personnelles qui sont je dirais, mes sujets vus sous l'angle de l'intime dans mes romans et dans mes réalisations, quelque chose de plus, de plus Rubik's Cube, de plus polar classique. Et ensuite, j'aimerais d'ailleurs passer à l'univers sociétal, mais toujours de commande. D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi. On sent effectivement, quand on t'écoute, que tu es passionné. On va avoir l'occasion de parler de tout ce que tu viens d'évoquer. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui arrivent. Dominique, que tu as eu la chance de rencontrer ce week-end, qui nous dit: pas très en forme ce soir, je tenais toutefois à être là pour saluer Sandrine, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce week-end au Quai du Polar avec Florian. Ma question: comment gère-t-on la tension psychologique lors d'un tel incroyable salon? Puisqu'on le rappelle effectivement que le Quai du Polar, c'est quand même un salon, le plus grand salon du polar d'Europe, si j'ai bien compris. Ouais. Comme dit Dominique, comment on gère une telle tension psychologique? Alors moi j'ai dit j'ai eu la chance d'être interviewée par BFM en sortant du train. Du J'ai train. dit c'est le Cannes du polar et je le pense vraiment, donc avec mes 2 casquettes. Et comment on gère une telle tension psychologique? Avec, en ce qui me concerne, énormément d'enthousiasme et de joie. La joie qui nous est donnée, j'entends. C'est-à-dire, moi je reçois beaucoup. Lors des Quais du Polar, il y a la joie, premièrement, de rencontrer des lecteurs, voilà, alors qu'on n'en a pas toujours l'occasion. Et moi, j'ai des retours absolument extraordinaires, extrêmement touchants. J'étais à côté de Jacques Sausset, pour ceux qui le connaissent, qui, en plus d'être un auteur très talentueux, est un amour d'homme. Et il me disait en rigolant: oh là là, il y avait des gens qui venaient me voir en me disant: oh là là, j'ai pleuré. Vous voyez mon chat derrière, voilà. J'ai pleuré et qui m'achetait les 2 autres. Enfin voilà, en tout cas, c'est vraiment le moment d'échange très privilégié. Moi, je prends le temps et je suis toujours très reconnaissante et très touchée de ça. Ça me nourrit énormément. J'adore les tables rondes, comme tu le vois, j'adore parler, donc voilà, ça me nourrit aussi. Et puis après, moi, l'avantage, c'est que je suis très, très bien chez Belfond, donc j'étais extrêmement bien accompagnée par ma maison d'édition. Voilà, avec des petits dîners aux oignons, voilà, tout ça très bien. Et puis par ailleurs, j'ai des amis. J'ai des amis auteurs. Alors, c'est pas à Quai du Polar qu'on peut les voir le plus, parce que tout le monde est extrêmement busy. Mais quand même, voilà, de savoir qu'ils sont là. Mon ami Frédéric Paulin, Johanna Gustafsson et d'autres, évidemment. C'est l'impression de partager ensemble un événement de grande ampleur. Et ça, moi, ça me donne énormément d'énergie et donc ça me permet de gérer la tension psychologique. Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, effectivement, je confirme, c'est un très bon salon et ravi de t'avoir vu également ce week-end. Super. Bernadette Mesbourian, qui est avec nous, qui nous dit: quelle sorte de violence familiale explorez-vous dans ce roman? Donc là, effectivement, on passe sur le roman
ton dernier roman, hein, dont on va avoir l'occasion d'en parler, Antoine, un fils aimant aux éditions Belfond. Bah écoute, réponds à la question, puis après on verra sur les autres livres aussi que tu as écrits. Bah, alors, je pense que c'est global. En tout cas, c'est un sujet qui m'habite énormément. C'est ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Donc, quelle sorte de violence familiale spécifiquement dans ce roman? Eh ben, c'est la violence faite aux femmes et aux enfants. Pour l'instant, j'ai pas très envie d'en dire plus parce que, en plus, je voudrais pas spoiler le roman et trop en raconter. Mais c'est la violence faite aux plus faibles, en tout cas. Voilà, aux plus fragiles, et les plus fragiles sont souvent les femmes et les enfants. Et je pense que j'explore ce type de violence, et plus globalement d'ailleurs la notion de discrimination. Voilà, c'est-à-dire comment les différences peuvent être source aussi de harcèlement, en fait, y compris au sein de la famille. On va avoir l'occasion d'en parler de quelques instants, mais je voudrais avant qu'on vienne sur ce livre qui t'a fait découvrir du grand public, hein, donc Rosine, une criminelle ordinaire, qui était sorti en 2020 aux éditions du Caïman. Donc en 2020, qui est sorti chez J'ai lu en 2021, et on le voit qu'il y a eu le Grand Prix de la littérature policière 2021. Est-ce que tu peux nous en parler de ce premier livre qui t'a fait découvrir au grand public? Oui, alors Rosine, c'est l'histoire de Rosine, qui est une femme ordinaire qui est, enfin un peu plus d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est une très bonne mère, c'est une très bonne ex-épouse, c'est une bonne compagne, c'est une chouette amie, c'est une chouette collègue, et un jour, eh bien, elle commet l'irréparable, c'est-à-dire qu'elle tue, elle noie ses 2 filles. Voilà, le roman s'ouvre par ce double infanticide, donc il a ça de totalement spécifique, que on n'est pas du tout sur le who done it, comme on dit, c'est-à-dire qui l'a fait, mais sur le pourquoi, puisque Rosine dit qu'elle est un monstre, qu'elle ne mérite plus de vivre, et elle va croiser un personnage tout à fait extraordinaire, pour le coup, je pense, qui s'appelle Clélia Rivoire, qui est enquêtrice de personnalité auprès des tribunaux de Paris, c'est-à-dire que c'est un métier qui existe réellement, qui intervient lorsque le prévenu est déjà sous les verrous et attend son procès. Et l'enquêtrice, la plupart du temps, ce sont des femmes. L'enquêtrice de personnalité va tenter d'explorer en tout cas, qu'est-ce qui dans la vie du prévenu a pu permettre le passage à l'acte. Voilà, pour tenter, si ce n'est de le comprendre, en tout cas de l'expliquer, évidemment pas de l'excuser. Et donc Clélia est une enquêtrice de personnalité, pour le coup c'est un pitbull affectif, elle ne lâche rien, et elle va dire à Rosine, non, tu n'es pas un monstre, sauf si tu ne donnes pas de sens à ton acte. Alors tu en deviendras un. Mais sinon, non, tu n'en es pas un. Il y a quelque chose dans ton histoire qui t'a amené à commettre l'irréparable. Et c'est l'enquête de ces 2 femmes, en fait, hein, puisque dans Rosine, elles sont vraiment l'une avec l'autre, pour essayer de comprendre comment Rosine a pu faire ça. Voilà, ça c'est l'histoire. Ensuite, moi j'avais choisi un petit éditeur stéphanois que j'aime énormément, Jean-Louis Nogaro, donc les éditions du Caïman, et j'ai eu la chance d'avoir le Grand Prix de littérature policière grâce à Richard Morgiev d'abord, qui l'a fait lire ensuite sur la foi du sous-titre, une criminelle ordinaire, qu'il avait interpellée et qu'il a fait lire à l'ensemble du jury. Et évidemment, ça a changé la vie du livre d'une part, mais la mienne d'autre part, accessoirement. Et la vie de Clélia, puisque Antoine remet, on en reparlera, mais Antoine remet en scène Clélia. Et voilà, c'était extraordinaire. J'ai lu et venu par là-dessus. Et donc, les lecteurs, puisque le Caïman est peu distribué, alors que J'ai lu a vraiment donné une visibilité à ce roman. Et moi, j'écris aussi parce que j'ai envie de transmettre un certain nombre de choses. Et donc, au-delà de ma reconnaissance personnelle, voilà, les plus beaux retours de lecteurs, c'est quand on me dit ça a bougé quelque chose en moi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'être lu, en tout cas. En tout cas, merci à toi. Et puis, on le sait que tu es lu, et on aura l'occasion d'avoir la chronique de Sonia tout à l'heure. Puis ensuite, après, en 2022, tu as sorti un autre roman que tu étais venu présenter chez nous. Tant qu'il y a de l'amour, toujours aux éditions du Caïman en 2022, sorti chez J'ai lu en 2023, où là aussi, c'était quand même assez émouvant, ce livre. Je vous rappelle, je vois Sonia qui secoue de la tête.
Ah ouais, c'est le livre pour lequel on me dit: «Oh là là, j'ai beaucoup pleuré». Hem, c'est ma fille en couverture, heu, pour voilà et c'est l'histoire, Tant qu'il y a de l'amour, c'est l'histoire de 4 enfants, Achille, Jules, Arthur et Mathilde, la petite Mathilde qui vraiment, catalyse l'ensemble de l'amour, de cette fratrie qui est un peu singulière puisqu'ils sont nés de 4 pères différents. Ils ont une mère, Suzanne. Ils vivent un quotidien, que je qualifierais de chaotique, mais de très tendre et avec plein de joie aussi, ils dansent beaucoup ensemble. C'est un livre qu'on peut lire avec une BO, et voilà et sauf que, arrivent les attentats de Paris, et un drame survient, qui est pas, un drame directement relié aux attentats de Paris. C'est comme une victime corollaire, un drame corollaire, et à ce moment-là, les 4 enfants vont partir dans une course contre la montre, une fuite en avant pour pouvoir rester ensemble. Voilà, donc c'est, heu, c'est vraiment autour de la figure de cette fratrie, et de cet amour indéfectible qui les lie et à travers, ce roman, j'avais envie de parler de ça, mais aussi, de l'indifférence de la société parce que comment 4 enfants peuvent rester tout seuls pendant si longtemps. Voilà et puis des institutions aussi, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui me préoccupe, au fil de mes romans, c'est-à-dire, comment l'institution, comment je pourrais dire? Gère les questions des violences intrafamiliales d'une manière générale, les institutions, que ce soit la justice ou les institutions, sociales, et mon constat n'est que c'est pas toujours, très bien en tout cas, les exceptions ne sont pas prises en compte, voilà, je vais le dire comme ça. Exactement, je rejoins ce que tu dis et c'est rigolo parce qu'on aura l'occasion, pas rigolo, de recevoir, on en reparlera avec Sonia tout à l'heure, Joran qui sera avec nous justement ce vendredi pour nous présenter son premier roman aussi, hein, qui est passé des foyers de l'aide à l'enfance à devenir marin-pompier de Paris, donc on aura l'occasion d'en parler avec elle ce vendredi. Mais aussi, on remarque quand même, et je vois pas mal de questions qui arrivent, et ça fait une petite transition, de Laurent qui demande, pourriez-vous adapter vos romans à l'écran, puisque tu es aussi réalisatrice, on le rappelle, mais on voit effectivement que tout ce qui est fait réel, c'est vraiment, ça t'inspire beaucoup. Tu n'aimes pas beaucoup l'imaginaire, toi. Ah! Alors tout est imaginé. Tout est fiction. Je crois beaucoup au pouvoir de la fiction. En fait, simplement, j'ai lu, ils m'ont fait un petit tampon, c'est Sandrine Cohen, La fiction du réel. Et en fait, tout est imaginé, mais en revanche, c'est vrai que j'aime ancrer mes histoires dans un grand réalisme, dans un certain réalisme, et même j'allais dire un réalisme du quotidien. Je crois que ça me touche beaucoup, l'univers quotidien, comment, c'est vrai que dans le polar, c'est rare, je crois, mais moi, c'est quelque chose, qui me tient à cœur. Et pour autant, tout est fiction et je crois vraiment au pouvoir de la fiction. C'est-à-dire, je pense qu'on touche plus encore le cœur des gens avec de la fiction qu'avec du documentaire ou avec, comment on appelle ça? Enfin du fait réel ou, de l'autofiction, même si j'en lis beaucoup, d'ailleurs. Voilà, je crois je crois au pouvoir de l'imaginaire, en fait, tu vois? Paradoxalement. Mais c'est vrai que je l'ancre dans une très grande réalité. Et quant à la question de est-ce que je pourrais l'adapter? Alors évidemment, du coup, effectivement, ils sont facilement adaptables, et oui, bien sûr, je pourrais les adapter à l'écran, à condition de les réaliser. Voilà, donc ça, quand on connaît l'écosystème, de l'audiovisuel, ça demande un producteur-productrice un peu différent et un diffuseuse un peu différent. C'est-à-dire que, voilà, parce que pour qu'on me confie la réalisation, au cinéma, ça serait très faisable. À la télévision, ça nécessite il y a d'autres conditions et d'autres choses à mettre en place. Et pour autant, sur Rosine, moi, en fait, j'ai refusé des propositions. Voilà, j'ai le temps. Voilà, c'est-à-dire je prendrai pas n'importe quelle proposition. D'accord. Eh ben, écoute, merci pour ta réponse et merci à Laurent pour sa question. Puisque c'est vrai, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Tu as réalisé donc cette série où là aussi c'est la famille qui était au cœur de cette série. Donc Les Reclus, une famille sous emprise, qui était sortie, donc une série documentaire pour Canal+. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aussi?
Ouais, alors Les Reclus, c'est donc un fait divers, pour le coup, tout ce qu'il y a de plus réel. C'est l'histoire d'une famille, les Védrines, qui ont été mis sous emprise pendant 10 ans. Alors, ce qu'il y a de tout à fait spécifique dans cette histoire, c'est que il ne s'agit pas d'une personne, mais d'une famille entière, 11 personnes, 3 générations, qui Mmh. ont été mis sous emprise pendant 10 ans par un seul homme, Thierry Tilly. Donc, voilà, c'est une mise sous emprise qui est d'une ampleur sans précédent, qui avait pour but l'escroquerie, hein, puisqu'ils ont perdu 4 millions 5 d'euros en 10 ans. Voilà. Ce qui est tout à fait aussi spécifique dans cette histoire, c'est comment ces personnes tout à fait sensées, tout à fait normales, tout à fait ordinaires. Mais je crois qu'en fait, tiens, c'est marrant, en te parlant, je me dis, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les points de bascule. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en nous qui fait que parfois on peut basculer dans le crime, dans l'emprise, dans la folie. Mon prochain roman traitera de la folie ordinaire. Je pense que c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est comment nous sommes tous ambivalents. Et finalement, voilà. Et Les Reclus, même si c'est une histoire vraie, me permettent d'exploiter, si je puis dire, cette histoire-là. Voilà, alors après, c'était un projet complètement incroyable à faire parce que 4 fois 52 minutes sans commentaire, c'est un projet extrêmement ambitieux. Et ce que j'ai adoré, moi, c'est que voilà, c'est une série documentaire qui est fabriquée uniquement avec des protagonistes qui ont fait partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 4 membres de la famille, il y a un flic, mais c'est le flic qui s'est occupé de l'affaire, il y a les 2 avocats qui se sont occupés de l'affaire. C'est-à-dire que je l'ai raconté un peu comme on raconterait une fiction, dans le sens où vraiment, c'était les personnages réels. J'avais pas de personnages alentour. Pour ceux qui connaissent les documentaires, souvent on a un journaliste ou bien on a un flic, mais c'est pas celui qui a fait l'enquête. Mmh. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment raconté d'un point de vue totalement intérieur et je D'accord. brasse, voilà, mon sillon, mes obsessions. C'est qu'est-ce que c'est que la famille, en fait, hein. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est vraiment à découvrir et on a vu le bandeau circuler en bas. Moi, j'invite vraiment les personnes à aller jeter un œil sur ton site, hein, www.sandrinecohen.com, puisque dessus, on peut retrouver justement 3 compartiments, donc de auteur, mais aussi réalisatrice comédienne. Et on a des photos justement du tournage, que ça soit de cette série documentaire. Mais tu as aussi fait, on le disait tout à l'heure en début d'émission, tu as fait Meurtre dans le Cantal, qui a été diffusé sur France 3. Tu as aussi fait Meurtre à Chartres, qui n'est pas encore diffusé. Et on retrouve toutes ces photos sur le site. Et vraiment, j'invite vraiment les gens à aller faire un tour là-dessus. Tu peux nous parler un petit peu de ces séries? Parce que je sais que Sonia est fan de ces séries et j'en connais un aussi en commentaire qui les adore et qui les a sûrement tous vues. Est-ce que tu peux nous parler de ces séries? Meurtre à Chartres, Meurtre dans le Alors Cantal. les meurtras, c'est enfin au-delà des films spécifiques que moi j'ai réalisés, les meurtras, c'est une collection donc de France Télé que je trouve assez géniale parce que ce sont des polars qui répondent à 2 critères importants. Le premier, et que je trouve formidable, c'est de mettre en avant le patrimoine français, c'est-à-dire une région ou une ville un peu spécifique comme Chartres, avec évidemment la cathédrale. Voilà, donc ça, je trouve ça super parce que ça fait voyager, ça fait voir la France et ensuite, ce sont des polars qui sont extrêmement bien ficelés, qui partent toujours d'un double truc, c'est-à-dire il y a un binôme d'enquêteurs. Alors moi, c'est les 2 fois là, c'était des couples, mais ça peut être un père et une fille, ça peut être un père et un fils, ça peut être, une mère et sa fille, une mère et une femme et une ex-collègue. Enfin, l'important, c'est que ça soit un binôme qui ont quelque chose à régler entre eux en même temps qu'ils font l'enquête. Voilà. Et on fait toujours appel à une légende ou une figure. Ça peut être un écrivain ou le prochain que je vais préparer, c'est Coco Chanel, par exemple. Une figure un peu emblématique comme ça ou une légende emblématique de la France. Donc c'est super parce que en fait à la fois c'est un exercice de style et à la fois c'est toujours différent et surtout du coup moi en tant que réalisatrice je peux y mettre une vraie patte, c'est-à-dire que c'est un film unique. C'est-à-dire je choisis le casting, les décors, enfin voilà, je peux y mettre moi justement ma vision à moi de réalisatrice. Donc ça c'est top. Bah effectivement, Ricard Frédéric qui nous dit moi aussi j'adore ces séries-là. Laurent qui nous dit je confirme, je les ai tous vues et j'adore les histoires. Et Frédéric qui dit moi aussi j'adore ces séries-là, on s'ennuie jamais quand on les regarde. Félicitations. Merci. Voilà, donc merci à toi.
Et Meurtre à Chartres sera diffusé, je ne donne pas la date tout à fait, je n'ai pas le droit, mais tout début juin. Et il a une caractéristique, c'est que c'est une comédie en même temps, entre les deux Ah, enquêteurs. Donc ça va être super. Ouais, eh ben, parce que c'est un écoutez, donc, polar avec un vrai ingrédient de comédie. eh ben, écoute, ça permet effectivement de dire que si on veut avoir la date, donc début juin de cette prochaine diffusion, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. En plus, c'est toi qui réponds et tu es très présente. Donc vraiment, merci à toi aussi d'être présente. Et il y avait un commentaire que j'ai vu passer que j'aimerais bien te lire. C'est Bénédicte Rousset qui est avec nous, qui dit: coucou Sandrine Cohen, merci pour tes super bouquins, pour ton sourire, pour ce que tu es. Oui, ce moment de bascule très intéressant. Voilà, donc Merci, vraiment. Bénédicte. Merci à Bénédicte, à qui on fait des gros bisous, qui est auteur aussi aux éditions La Trace. Voilà, Et qui a donc un on très beau embrasse. sourire également. Ah, ça, oui, effectivement, on confirme. Alors, pas mal de questions. Joël, qui est avec nous, qui nous demande: Sandrine, qu'est-ce qui fait que votre roman se retrouve dans la catégorie polar? Parce qu'il y a un crime, une enquête policière, n'est-ce pas aussi un thriller psychologique? Concernant donc ton roman, Antoine, un fils aimant. Oui, alors cette question, c'est une vraie question, dans le sens où je n'écris, en fait, ce ne sont pas des polars. Mes livres ne sont pas des polars, enfin, je crois pas, ou alors des polars très particuliers, j'ai tendance à dire. En revanche, mon univers est un univers noir, donc je rentre de toute façon, en revanche, dans la case roman noir. Voilà. Et par ailleurs, je pense que j'ai une structure mentale, vraiment, quelque chose dans mon ADN qui aime l'enquête, le mécanisme de l'enquête. Mais le mécanisme de l'enquête n'est pas forcément. J'ai plein de copines, je ne citerai pas le nom, mais qui font du Rubik's Cube. C'est-à-dire, on est presque plus sur l'énigme ou sur oui, sur l'énigme ou sur qu'on appelle ça, oui, le Rubik's Cube. La réflexion. Voilà, alors que moi, je vais être sur la question de l'enquête. Vraiment, c'est-à-dire comment on remet d'équerre des mouvements, même s'ils sont psychologiques, qu'on ne comprend pas. Donc après, pourquoi ça rentre dans... Est-ce que c'est un thriller psychologique? Est-ce que c'est un roman noir? Est-ce que c'est un polar? Moi, sur Antoine, il est question aussi dans certaines chroniques. Je remercie les journalistes qui ont écrit des mots, je ne peux pas tous les citer, mais absolument, enfin, qui m'ont énormément touchée, mais aussi les blogueurs d'ailleurs. J'ai eu des retours vraiment qui m'ont vraiment énormément touchée. Voilà. Et on parle aussi de romans. Enfin, j'ai en tout cas, j'ai en tête Hubert Artus qui dit un très grand roman sociétal. Donc, il y a un aspect sociétal, il y a un aspect noir et il y a un aspect enquête. Tout ça fait que je rentre assez bien dans le monde du noir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, il y en a un effectivement qui revient souvent, c'est le retour de Libération, qui disait: un des textes noirs les plus forts de l'année écoulée, un style clair sans fioritures lumineux, une héroïne déjantée, brillante, humaine, prête à tout pour rendre la justice, sauver ce qui n'est pas sauvable. Donc effectivement, c'est un très beau retour effectivement de Libération. Et dans quelques instants, on aura le retour de Sonia, et ça vaut tout autant que Libération. Mais oui. Que si on Sonia. Je fais une toute petite parenthèse, mais c'est intéressant et c'est une des raisons pour lesquelles, en dehors de sa qualité d'éditrice, on parle pas assez des éditeurs, mais j'ai une éditrice formidable qui s'appelle Karine Verchev aux éditions de Belfond, donc. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on s'est choisi, ou en tout cas moi je l'ai choisi, c'est que elle aime les styles singuliers et le noir en général. Et parce que dans Tant qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de crime. Et dans mon prochain roman, il n'y a pas de crime, en tout cas au sens strict. Et dans le prochain, qui est un prochain Clélia, il n'y a même pas de mort. Donc, effectivement, je suis sur le fil. Mais je crois que Alexandra Schwarbrod a parlé de ça aussi, de nouvelles voies du polar qui sont à la lisière du genre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Eh ben, on te suivra effectivement pour avoir l'info. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Juste cette dernière et après on fera intervenir Sonia. Joël toujours qui dit: peut-on reprendre un roman pour en faire un scénario et si oui, de quelle façon?
Ah, ça, c'est super intéressant. Alors oui, on peut reprendre un roman pour en faire un scénario, à une condition, c'est, d'avoir la conscience, que ça ne sera pas le même objet. C'est-à-dire, en fait, le scénario n'est pas du tout régi par les mêmes règles, qu'un roman et alors a fortiori les miens où il y a beaucoup de pensées intérieures. J'entends moi mes personnages, mais je les entends au sens strict, hein. Donc je suis pas folle, je jure, mais je les entends quand même et et en fait, je les entends penser. Donc pour ceux qui me connaissent, en tout cas qui m'ont lu, il y a une singularité qui est que je suis dans la pensée intérieure de mes personnages. Bah, ça typiquement, dans un scénario, ça ne marche pas, ça ne s'écrit pas. Donc, il faut juste avoir conscience que c'est pas le même objet et donc arriver à tricoter autrement pour fabriquer un autre objet. Après, la singularité en ce qui me concerne, c'est que du coup, je prendrai moi forcément un scénariste pour avoir la distance nécessaire pour le faire, mais j'y participerai. Un certain nombre de mes amis auteurs ne participent pas à l'élaboration du scénario et sont parfois un peu déçus ou même se disent ah bon mais pourquoi ils ont pris les droits, ça n'a plus rien à voir. Mais Oui. effectivement, voilà, ça peut pas être le même objet en tout cas. Faut pas être déçu parce que ça peut pas être le même objet. D'accord. Et ben, en tout cas, bah, merci Sandrine d'être avec nous ce soir. On passe un agréable moment. Donc, on rappelle, tu es avec nous pour nous parler de ce livre que j'ai la chance d'avoir eu ce week-end à Lyon. Je suis encore content. En plus, le petit mot dedans, vraiment, merci beaucoup. Donc, Antoine Inficément aux éditions Belfond. Et ce que je te propose maintenant, c'est de recevoir Sonia Robinard. Ou devrais-je plutôt dire Sonia, la croqueuse de livres, pour ne pas dire Madame Robinard. Bonsoir Sonia. Alors, Bonsoir. Sonia, donc on le rappelle que tu as donc... t'as la pression? Ah bah oui. Mais non, Ah mais oui, non. par contre, j'ai l'impression que tu as un petit décalage dans la voix, mais en tout cas, nous Ouais, mais j'ai eu t'écoutons une donc... coupure tout à l'heure. C'est peut-être Ah, pour ça. d'accord. Eh ben écoute, nous t'écoutons quand même. Allô, centrale de la police, j'écoute. Venez vite, j'ai tué mon père, venez vite. L'appel que vous venez d'entendre, c'est celui qu'Antoine, un jeune garçon de 17 ans, vient de passer le 17 février 2019. Comment un jeune homme, bien sous tout rapport, a pu tuer son père accidentellement avec la carabine de ce dernier? La question que l'on se pose surtout, c'est pourquoi? Comment en est-on arrivé là? En bruit de fond, pendant l'appel, on peut entendre Cybèle, sa mère, dire à Mélissa, la petite sœur d'Antoine: T'inquiète pas, ma chérie, tout va bien se passer. Mais justement, que va-t-il se passer exactement? Pour remonter le fil de cette sortie d'histoire, Clélia, enquêtrice de personnalité, hérite de cette enquête. Elle va fouiller, gratter, remuer ciel et terre pour trouver l'origine de ce drame, et pour cela, elle, l'écorchée vive, va devoir faire preuve de discernement, de tact et d'empathie. Mais arrivera-t-elle à garder les pieds sur terre, à faire taire ses angoisses pour trouver la clé qui risque de malmener cette famille? Sans filtre ni tabou, Clélia nous fait boire la tasse comme elle descend les verres de whisky. Elle, qui est pleine de colère, va tenter de rendre justice, de révéler la vérité, rien que la vérité, au monde entier. Cela va prendre du temps, car elle va devoir apprendre à déjouer les pièges qu'Antoine va mettre sur sa route. Lui, enfant cynique, dissimulateur, manipulateur, qui rêve de faire du droit, va essayer tant bien que mal de cacher un lourd secret. Clélia arrivera-t-elle à apprivoiser l'adolescent, mais également le reste de la famille? C'est sur fond de souffrance et de non-dit que Sandrine, avec ce roman, nous enchaîne aux pages de ce roman très noir. Avec ce thème dramatique, elle nous retourne, nous remue, nous brise le cœur. Histoire touchante, bouleversante, qui nous rend à la fois tristes et en colère. Un drame qui existe encore trop souvent dans notre société. Un drame qui prend ses origines dans des arbres généalogiques pas forcément bien implantés dans notre monde. L'origine du mal est-elle forcément liée au passé de certains protagonistes? Naît-on tueur ou devient-on tueur? Voilà une question à laquelle nous ne pouvons pas forcément répondre. Rien n'est tout blanc, comme la mère de Xavier, le père assassiné, et rien n'est tout noir, comme Cybèle. Nous pourrions rajouter à cette phrase, il y a des nuances, et c'est peut-être métissé. Je tenais à remercier personnellement Sandrine pour ce moment addictif de lecture, malgré le thème prenant au cœur et au corps. Mais là où je ne vous remercie pas du tout, Madame Cohen, c'est sur la fin de ce roman. Non mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi?
J'espère que vous n'allez pas nous laisser en plan, comme Clélia vient de le faire avec Isaac. Merci, elle est géniale cette chronique, merci. Merci pour ce moment de lecture. Merci, franchement, merci pour tes mots, ils sont super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc non, je mais la ne fin, vous laisserai par pas en contre, non. plan. Mais il faut patienter et en plus, il y a une surprise de taille. En plus. Oh là 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 là, mais c'est que des scoops ce soir dans cette émission. J'ai, Ah non, j'ai, c'est vrai, j'ai- je me permets, j'ai- j'ai fini. Mais non, c'est pas possible. Ça peut pas se finir comme ça. Mais justement, puisque ces personnages-là, on a bien senti que ce soit avec Lilia ou Antoine, qui ont vraiment des personnalités différentes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Sonia et Sandrine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des personnages? Toi, Sandrine, comment tu les as construits? Bon, Clélia, on l'avait déjà eu dans ton précédent roman, mais comment tu as construit tes personnages? Et toi, Sonia, comment tu les as perçus par rapport à ce que va nous répondre Sandrine? Ou Madame Cohen, comme on veut. Voilà. Alors Clélia, j'ai presque envie de vous dire qu'elle a une vie à part entière. Elle vit à l'intérieur de moi, elle fonctionne presque de manière autonome. Certainement, elle porte. Alors, elle est née de quelque chose de très singulier puisqu'elle est née quand même de 3 documentaires que j'ai écrits et réalisés autour de criminels ordinaires. Et elle est née de ma propre colère à considérer que la justice, ne fonctionnait pas de la bonne façon parce que nous, effectivement, en littérature ou même en images, on a tendance à exploiter la figure du serial killer ou la figure du killer machiavélique, etc., etc., alors que 85% des crimes sont des crimes dits de proximité, c'est-à-dire c'est mon voisin, ma mère, mon père, mon frère, mon collègue, etc. Et la plupart des crimes ont lieu donc dans un environnement proche et même dans la famille, en réalité. Donc, moi, j'ai exploré ça dans dans ces 3 documentaires. Et j'ai trouvé que la justice ne traitait pas bien ces gens ordinaires qui basculaient dans le crime, mais qui, sans doute d'ailleurs, n'allaient commettre qu'un seul crime dans leur vie. Ça ne veut pas dire que je l'excuse, hein, ça veut juste dire qu'à un moment donné, le passage à l'acte est quelque chose de tout à fait singulier. Je ne dis pas qu'il peut nous arriver à tous. Non, Sonia, non, Florian, je ne dis pas que tu vas tout de suite. Mais, Pas tout de suite. mais peut-être, je veux dire, non, mais et voilà. Et donc, Clélia, elle est née de ça et donc d'une colère que j'ai à l'intérieur de moi, même si je trouve que justement, elle est plutôt bien canalisée dans mes livres. Je préfère la mettre là-dedans qu'ailleurs et tuer quelqu'un. Mais oui, elle est née et elle porte cette colère et en même temps, elle porte quelque chose que j'ai porté pendant longtemps, qui est un certain sens de la justice. Je déteste l'injustice. C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi et j'avais presque un absolu par rapport à ça, où je perdais d'ailleurs un certain nombre d'énergie à reprendre des gens, à me fâcher contre des choses contre lesquelles je ne pouvais rien, mais comme diraient des auteurs plus forts que moi, indignez-vous. Voilà, il y a une forme de résistance aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Sonia, chez Clélia, il y a une forme de résistance à la société, mais aussi à l'indifférence. Voilà, donc voilà, donc Clélia, elle est à part. Isaac, il est venu, je pense voilà, c'est comme un père spirituel et j'aime cette idée d'explorer. Moi, j'ai adopté ma fille et j'aime, je pense, cette idée d'explorer les liens familiaux qui ne sont, ou les liens d'amour, plus exactement d'ailleurs, qui ne sont justement pas génétiques. Voilà. Et puis ensuite, pour Antoine précisément, alors vraiment, je construis la famille entièrement, c'est-à-dire que je vais vraiment travailler sur la famille telle qu'elle est, comment elle existe, quel est son passé, les relations entre les uns et les autres. Et puis, voilà, je vais faire des choses son roman, évidemment, puisque je vais écrire des anecdotes, des passés. En fait, je mets plein de nourriture dans un frigidaire, si je puis dire, dans un réfrigérateur, pardon, et j'ouvre le réfrigérateur inconsciemment, en fait, après quand j'écris, avec des surprises. Par exemple, Cybèle, le fait qu'elle soit, puisque tu en as parlé, métisse, merci, c'était hyper beau comment tu en as parlé, en fait, ça s'impose à moi. Le prénom s'impose à moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, je sais qu'elle va s'appeler Cybèle et je ne sais pas pourquoi.
Et voilà. Et donc, moi, mon écriture sur les personnages, c'est un mélange entre le fait de saisir comme ça quelque chose qui me traverse, je peux pas dire mieux, et des choix d'autrice, évidemment, qui vont faire que, par moment, bah, il faut que je construis ma narration. Donc ça va avec une structure. Voilà, mais c'est vraiment des personnages qui ensuite, en fait, quand j'écris, je commence un peu comme une scénariste. Bizarrement, je commence par écrire une trentaine de pages. C'est pour ça que je peux vous parler déjà du deuxième, parce que en fait, je procède par étapes. Et donc, j'écris une trentaine de pages. Et ça, c'est vraiment un travail en structure personnage. Et puis ensuite, je rédige avec un système de double lecture. Et là, pour le coup, ce moment-là, il y a quand même quelque chose où mes personnages prennent vraiment vie. Ça a l'air bizarre, mais vraiment, ils agissent à travers moi. Voilà, je disais que je les entendais, mais ils proposent des choses et voilà. Et après, parfois je dis non, mais le plus souvent je dis oui. Enfin, moi, voilà, mes personnages, je ne me rends pas compte, mais j'ai le sentiment de mon devoir d'autrice. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais il est de mon devoir d'autrice de m'effacer par rapport à mes personnages, en fait. Je ne sais pas si c'est bien Ah dit, ben si, mais c'est Oui, c'est très bien. ils évoluent au fil de notre lecture, ils évoluent. Et c'est vrai que c'est le côté que j'aime bien aussi, parce que c'est vrai qu'Antoine, au début, j'ai eu beaucoup de mal. C'est tellement cynique, voilà, il veut prendre les choses en main et tout ça. Et après, c'est vrai que du coup, on s'accroche à lui, en fait, et on n'a pas envie de le lâcher non plus, forcément. Et là, c'est comme sa petite sœur, hein, c'est pareil, hein, on s'attache à elle. Et puis, Cybèle, c'était vraiment aussi, voilà. Et puis, bah, Clélia, on n'en parle pas, c'était. Quelquefois, j'avais envie d'être à côté d'elle et puis de crier au monde entier, mais qu'est-ce que vous faites? Et agissez plus que ça, quoi. Donc, du coup, voilà, elle est tout en retenue parce qu'elle prend sur elle quand même, mais je ne sais pas comment elle fait, hein. non, mais merci, mais tu as très bien dit quelque chose dont on me parle peu, alors que je crois que c'est aussi, avec les points de bascule, ça doit être ma deuxième obsession, si je puis dire. C'est l'ambivalence de l'âme humaine. Tu vois, tu parlais, et très peu de gens m'en parlent sur l'aspect métissé, l'aspect rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Et je crois que c'est une des choses que j'ai envie le plus au monde de raconter, c'est que voilà, on a tous, enfin, c'est la part d'humanité en chacun de nous aussi, et qu'elle soit obscure ou qu'elle soit lumineuse, les monstres n'existent pas, on a tous les deux. Et je trouve intéressant, voilà, de se pencher sur la question, parce qu'aussi, je crois que plus on connaît nos propres parts obscures, et plus on est à même d'offrir notre lumière, en fait. Voilà, donc Voilà. Souvent, c'est vrai qu'on dit que c'est gris, mais là, j'ai le mot métissé qui m'est venu tout de suite, parce qu'on dit tout n'est ah, pas mais c'est blanc, tout n'est super, pas noir, et c'est gris. Et du coup, j'ai dit non, celui-là, il faut que j'arrive à le placer. Et du coup, j'ai trouvé ma phrase toute seule. Voilà. elle est super. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia, donc, pour cette chronique de ce livre, Antoine, un fils aimant, aux éditions Belfond Noir, donc avec Sandrine Cohen qui est avec nous ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et il y en a quelques-unes qui arrivent. Il y a Madi Bertini qui est avec nous. Bonsoir, Madi, qui est auteur aussi, qui nous dit, c'est vrai que bien souvent, les prénoms s'imposent à nous sans que l'on sache pourquoi. Voilà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Sandrine. Tu parlais aussi tout à l'heure en bienveillance, bien évidemment, de folie meurtrière. Et il y a Laurent qui nous dit, dans certaines affaires, on parle souvent de folie meurtrière. Devant la complexité des meurtres, ne peut-on pas parler d'une certaine forme d'intelligence rare? Ah, bah, Il a une manie de alors, faire bugger les auteurs avec ses questions, ce ouais, monsieur-là. ouais. C'est pas Non, possible. mais en fait, je ne parlerai pas d'intelligence rare, parce que Euh, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans les points de bascule, c'est ce que les psys vont appeler une décharge. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, il y a un tel trop-plein qu'il s'exprime dans un acte traumatique, tel que le crime, mais ça aurait pu, arrête-moi si je me trompe, Sonia, mais ça aurait pu être un suicide, en fait. Donc moi, je ne parlerai pas d'intelligence rare. En revanche,
je parle je ne sais pas si ça rejoint la question de ce monsieur, mais au risque de paraître politiquement ultra incorrect, mes romans, en tout cas, les 2 romans avec Clélia, parlent du fait que même un crime peut servir, en fait. C'est-à-dire que si on le prend à bras-le-corps, si on comprend amener là, alors on peut soigner bizarrement quelque chose. C'est-à-dire, donc en ce sens-là, le criminel devient, même s'il est agi par une puissance inconsciente, il devient, d'une intelligence rare, qui est une intelligence inconsciente de dire: «Bah, stop». Voilà, et même si c'est un acte dramatique, et qui tue, bah, c'est stop, et à partir de ce stop, alors on va pouvoir essayer peut-être, de remettre les pendules à l'heure d'une certaine manière, même si c'est par un crime. Ouais. Bon, je sais, ça a l'air Merci. bizarre, hein. Non, Et non, c'est ce mais que je voulais merci, dire aussi, Laura. j'ai un peu, dans ce roman, en fait, rejoint, en fait, un documentaire que j'ai regardé il y a pas longtemps, et c'est vrai, c'est ce qu'on dit, en fait, quand c'est une femme qui tue, admettons une femme ou un enfant, donc on parle de crime, de meurtre, mais quand c'est un homme qui tue, admettons sa femme ou ça, on parle toujours du crime passionnel, et c'est vrai que c'est plus du quand c'est l'homme qui tue une femme qu'on parle comme ça de crime passionnel, et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, et en ce moment, j'ai l'impression d'entendre parler que de ça, et en fait, il y a une différence, c'est flagrant. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se dit, voilà, pourquoi? Ouais, Et je fais un peu de pub puisque tu as vu donc, le documentaire, sur Netflix sur Quanta, n'est-ce pas, de voilà, Rockstar à c'est ça. tueur, Ouais, et c'est ouais, remarquable. Voilà, c'est ouais, absolument c'est ça. remarquable, et c'est drôle Mmh, parce que l'histoire de Christina Radi, est de ce qu'on appelle un suicide forcé, même s'ils n'utilisent pas mmh, le mot, dans mmh, le documentaire, c'est comme ça que ça s'appelle, un suicide forcé. ouais, mmh, Et bien, moi, quand elle est décédée, c'est ce que je me suis dit, voilà, même s'il y a quelques années, et c'est drôle parce que, j'en parle tranquillement parce que j'ai envoyé mon prochain manuscrit à mon éditrice juste la veille de Quai du Polar. Elle m'a bénie. Mais bon, et je parle de l'histoire de Christina Radi. Ah, donc voilà, donc oui, mmh mh, j'invite tout le monde à regarder ce documentaire, il est ouais, passionnant. c'est ça. Merci à toutes les 2. On voit la couverture effectivement de ce livre, et il y a Dominique qui nous pose la question: à quoi correspond le cerf sur la couverture? Moi, je sais. Ouais, mais alors, en fait, c'est Karine, donc mon éditrice, c'est une autre des très bonnes raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller chez Belfond. Je trouve que ses couvertures, et c'est elle qui est très impliquée dans Mmh, la création de la couverture, même si elle, crée les couvertures avec un graphiste, mais enfin une graphiste d'ailleurs, mais elle est très, très impliquée là-dedans, et je trouve que les couvertures de Belfond, sont mmh, toutes remarquables. La prochaine est géniale. Enfin voilà, moi ça, en tout cas, ça me parle beaucoup. C'est un univers visuel, donc l'importance pour moi qui me parle beaucoup. Donc c'est elle qui a eu l'idée de la chasse, je crois, au départ, et elle m'a proposé cette couverture que j'ai trouvée, tout de suite, enfin, et en l'état, Mmh. formidable. Et j'ai mmh, appris plus tard, c'est-à-dire je ne le savais pas, je me suis dit: «Mais moi en fait, j'ai dit pareil que Dominique, mais c'est quoi ce cerf?» Et c'est une amie à moi, qui est tarologue d'ailleurs, et qui m'a dit, «C'est génial pour ton livre parce qu'en plus le cerf, c'est la masculinité vulnérable». Voilà. mmh, Je crois pas D'accord. que c'est de l'intelligence rare, ça, à nouveau. C'est par en Voilà, dessous. bah voilà. Bon, on savait il était intelligent aussi, ce monsieur Laurent là. mmh, Voilà, qu'on ouais, connaît bien dans cette émission. si l'homme arrive à tuer un cerf, c'est, voilà, c'est, ouais. Oh là, vaste Non, mais c'est débat, vrai en plus, effectivement. hein. Mmh Mmh. mh. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on aura donc l'extrait de Marie. Question juste de Joël qui nous demande: lorsque vous avez votre idée de roman, Sandrine, est-ce que vous cherchez à savoir si le thème a déjà été traité et comment il l'a été? Pas du tout. Ah bon, c'est Non, clair. Et on a été précis. non, mais pas du tout, mais pas du tout de chez pas du tout. Non, mais pas D'accord. du tout. Je pense, pour plusieurs raisons. D'abord, d'abord, moi, j'ai un ami qui a eu beaucoup de mal à se lancer comme documentariste, qui était rédac chef. C'est lui qui m'a fait faire mes premiers documentaires, et qui est quelqu'un que j'aime énormément. Salut Fabrice Gardel, il s'appelle, et qui me disait toujours: «À quoi bon?»
C'est-à-dire qu'en gros, il était tellement tétanisé par le fait que, il y avait eu il y a de très bons réalisateurs de documentaires, de fiction, il y a de très bons romanciers. Donc en fait, voilà, il avait ce truc de: «À quoi bon?» Et moi, je lui ai toujours dit: «Mais peut-être, mais quelle que soit l'histoire, si c'est toi qui la racontes, il y a que toi qui peux la raconter comme ça». Et voilà, et donc je me l'applique à moi-même, je pense. Et ensuite, moi, je traite d'histoire familiale. Donc, je veux dire, j'ai envie de dire que depuis les Atrides, donc ça remonte à très très loin, la famille de toute façon est au cœur de nos histoires, de nos narrations, de notre inconscient collectif. Donc on a déjà tout raconté sur la famille. La seule chose qui va distinguer mes histoires des autres, ben, c'est ma façon de les raconter. Et ça, pour le coup, parce que j'ai un vécu qui est ce qu'il est, sans m'étendre trop là-dessus, bah, je pense que, ma façon de raconter la famille est singulière. Voilà, mais parce que j'ai une vie un peu romanesque, et roman noir, hein, plutôt d'ailleurs, et que j'ai voilà, et qu'en même temps je me suis beaucoup intéressée à énormément de choses, et je vois bien pour le coup quand je discute, au-delà de mes romans, que j'ai une vision du monde, qui a été fabriquée de tout ça, hein, elle m'est pas tombée dessus, comme ça. Mais j'ai une vision du monde qui est singulière, et c'est ça que j'ai envie de partager. Donc en ce sens, je me dis, bon, bah, toutes les histoires ont déjà été racontées, encore plus sur la famille, mais moi et puis en fait, j'ai la nécessité intérieure de les raconter. Donc à partir de ce moment-là, je me pose pas la question. Je veux dire par là Mmh. que, en tout cas, moi, je suis pas une romancière qui fait une «étude de cas» entre guillemets, de me dire: «Tiens, aujourd'hui, je vais écrire sur, je sais pas quoi, le sport extrême, le un pays du Nord», enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire moi, j'ai Mmh. pas, je voilà, donc je vais pas aller chercher le sujet justement qui a pas été exploité ou et cetera. J'ai une espèce de nécessité intérieure de raconter mes histoires, au sens, strict, et elles viennent, ma source d'écriture, elle est là, elle est pas du tout là, moi. Donc à Mmh. partir de ce moment-là, bon, bah, ça jaillit comme une nécessité. Et d'ailleurs, hem par exemple, le fait d'avoir écrit «Tant qu'il y a de l'amour», on en reparlera peut-être Florian, mais il y a un one shot, bah, on en a parlé d'ailleurs, hein, il y a un one shot entre les 2 Clélia. Si je suis mentale, en fait, heu j'écris normalement, ma série Clélia. Voilà. Moi, j'écris un one shot entre les 2, j'en ai besoin. C'est comme ça que ça s'impose à moi, et le prochain, c'est un one shot à nouveau, j'en ai besoin. C'est Mmh. ça ça et pourtant je connais le prochain Clélia, hein, mais ça s'impose à moi dans ce sens-là, et voilà. Donc non, bah, du coup, je fais ce qu'on me demande de faire, en fait. Voilà. Et puis chaque personnage de chaque auteur est différent, ils ont leurs propres histoires. Donc il peut se passer très bien la même chose, ils peuvent tomber sur le même sorte de meurtre et tout ça, mais ils ont chacun leur propre histoire et c'est ça aussi qui fait l'histoire dans l'histoire. Complètement. Donc mmh mh. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, je remercie, hein, il y a encore pas mal de personnes qui arrivent, hein, on le voit effectivement à l'écran. Pardon, excusez-moi. Donc, on rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que tu es avec nous pour nous parler de ce livre Antoine, un fils aimant. C'est ton troisième roman, le premier aux éditions Belfond. Ce que je vous propose, c'est d'écouter donc la chronique, non, on l'a déjà écouté, l'extrait de Marie. Donc l'extrait de Marie, c'est quoi? C'est que justement, c'est la comédienne de l'émission. Donc si vous avez un casque à proximité, mettez-le, puisqu'elle y met des petits bruitages. Donc elle a lu un extrait donc, de ce livre, Antoine, un fils aimant, de Sandrine Cohen. C'est le premier chapitre. On l'écoute. Marie Méran présente un roman de Sandrine Cohen, Antoine, un fils aimant, aux éditions Belfond Noir. Le 17 février 2019, dans un standard téléphonique de la police au 2e étage de la caserne de Champeray, Lola, casque rivé sur les oreilles et micro à portée de bouche, répond aux appels du 17. La plupart du temps, il ne s'agit de rien, de peccadilles de l'ordre de la rubrique des chiens écrasés plutôt que des faits divers. Mais parfois, il paraît que c'est différent. Lola vient de commencer le job. Elle a 38 ans, même si elle en paraît 15 de moins. Un physique de pin-up fabriqué pour exciter le désir des hommes, toute poitrine et sensualité dehors, la bouche aussi gonflée que les seins. Tout ça
pour que son mec de 25 ans, son aîné, se tire avec une plus jeune, la laissant sur le carreau avec 2 gosses et un minimum de pension alimentaire, bien sûr. Lola fulmine toute la journée. Elle espère bien le faire cracher au bassinet. Elle veut courir les castings tranquilles. Oui, parce que standardiste, ce n'est pas son kiff. Encore moins standardiste pour la police. C'est en attendant de percer à la télévision. Lola mâche un chewing-gum et scrolle son Instagram quand un appel arrive. Elle appuie machinalement sur le bouton de prise de ligne pendant qu'une bulle rose éclate. « Allô ? Centrale de la police, j'écoute ? » Madame, il est arrivé quelque chose de terrible. Madame, je vous en prie, venez vite. J'ai tué mon père. Madame, j'ai tué mon père. Je vous en prie, faites quelque chose. Le sang de Lola se fige, en même temps que son chewing-gum entre ses molaires. Elle n'est pas préparée à ça. On lui a dit que ça n'arrivait jamais, presque jamais. Ils ont dit presque jamais. Instinctivement, elle regarde ses 2 collègues, 2 hommes. Ils ont les yeux rivés sur leur écran de téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils n'entendent pas le gosse ? Ils matent du porno ou quoi ? J'habite 5 rue du Bois Fleuri, à Meudon. Madame, je vous en prie, venez. Soudain, Lola entend des cris, les cris d'une femme. Le garçon hurle « Maman !» Et elle hurle « Antoine !» Le prénom de qui ? De son fils ? De son mari ? Antoine, qu'est-ce qui s'est passé, Antoine ? Et derrière, comme un silence. Lola pense à toute vitesse. Qu'est-ce qu'elle doit dire ? « Je vous envoie quelqu'un. Monsieur, ne bougez pas. Je vous envoie quelqu'un. » Lola raccroche. Elle se souvient qu'il lui avait dit de rester en ligne, au cas où. Au cas où quoi ? Elle appelle le commissariat de Meudon et leur donne l'adresse. Elle raccroche, se retourne vers ses collègues qui la regardent enfin. Tout excitée, elle raconte. Un môme qui a tué son père. Sa mère le découvre et une petite fille derrière. Parce qu'elle sait maintenant. Le silence derrière, c'était une petite fille, une gamine. Lola a entendu la mère dire quelque chose comme « Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Maman est là. » Lola raconte bien, avec force, détail et beaucoup d'émotion. Elle a son moment de gloire, pas pour longtemps. Un voyant s'allume, ses collègues se détournent, remettent leur casque. Le plus jeune prend l'appel. Lola se rassoit confortablement dans son fauteuil de bureau, assez contente d'elle finalement. Elle est prête. Elle va bien finir par décrocher ce rôle de flic dans la série quotidienne qui l'a fait rêver. Elle repousse une de ses mèches blondes décolorées derrière son oreille. Elle devrait peut-être y aller pour voir. Et puis non. Elle a besoin de son salaire. Elle reprend son téléphone, fait un selfie. Elle va poster une story. Elle entend encore les hurlements de la femme. Elle, si son ex décédait subitement, elle n'en serait pas fâchée. Voilà donc pour cet extrait de Marie Méran, Antoine, un fils aimant, de Sandrine Cohen aux éditions Belfond. Sandrine, qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette partie, cet extrait du premier chapitre lu par Marie ? Ça m'a donné des frissons en fait, c'est très étrange. Mais la voix, ça donne vie. Alors, enfin moi j'aime. Et puis je pense que je peux me tromper, mais c'est Ida Mesplet qui m'en a parlé. Mais je pense qu'en plus je pense que j'ai écrit pour être entendue au sens strict, peut-être d'ailleurs. Pendant que je vous parle, je me dis ça. Et du coup, la voix de Marie, ça me touche beaucoup. Eh bien, écoute, merci à toi. Et toi, Sonia, est-ce que tu as envie de réagir à cet extrait où on voit bien la personnalité de Clélia? J'ai eu un problème de connexion et quand ça s'est rétabli, en fait, c'était au moment où Antoine est au téléphone et on entend Cybèle derrière crier. Et du coup, ça m'a... Voilà, j'avais l'impression de replonger dans le livre, j'avais l'impression d'entendre ce que j'avais lu et du coup, voilà, c'est du Marie, quoi. C'est du Marie et puis qui effectivement arrive dans cet extrait à nous montrer que Clélia, effectivement, comme tu disais, Sonia, tout à l'heure, on a envie de la secouer et de lui dire mais bouge-toi en fait, de faire ton selfie. Voilà, effectivement. Merci beaucoup. Quelques petits commentaires qui sont arrivés. Joël qui nous dit: est-ce que vous rapprochez des sachants pour mieux appréhender certaines notions dans votre quête du réalisme, Sandrine? Oui, alors, de toute façon, pour ce qui est des Clélia, à nouveau, où c'est des immersions dans le monde de la justice aussi, puisque Antoine se termine par un procès.
Moi, j'ai fait ces 3 documentaires où j'ai énormément appris sur le monde de la justice, son fonctionnement. J'ai assisté moi-même à un procès pendant 7 jours. J'ai interrogé un prévenu dans les geôles. J'ai gardé des amis, dont un avocat, voilà. Et donc, oui, par exemple, lui, quand j'écris un Clélia, je le saoule de questions. Donc, voilà. Et je me fais toujours. Alors, j'ai des bêta lecteurs. Je ne sais pas si on dit bêta, non, méta. Oui. Hein. Méta. J'ai des Méta. bêta-lecteurs. Et donc, pour les Clélia, par exemple, il s'appelle Michael Corbier, salut. C'est un avocat de Montpellier, un avocat de cour d'assises. Et par exemple, lui me relie toujours les Clélia. Le prochain qui est sur le monde de la folie ordinaire, ou en tout cas le monde de la psychiatrie, il y a Céline Servat, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice remarquable, qui du coup l'a relu parce qu'elle-même travaille dans la psychiatrie. Voilà, j'ai toujours 3 relecteurs, dont un spécifique. Et si j'ai besoin pendant l'écriture, je fais des recherches, que ce soit sur Internet ou même effectivement en allant interroger des gens vraiment, ou même en allant dans un endroit. Ça a pu m'arriver voilà, d'aller vraiment à un endroit pour m'imprégner de sensations, voilà, de compréhension, pour retranscrire en tout cas le plus fidèlement possible les choses. C'est pour ça, en fait, qu'il y a un one-shot entre 2 Clélia. C'est pour qu'ils aient le temps de se reposer et de répondre aux prochaines questions. Non, mais cela dit, tant qu'il y a de l'amour sur les attentats, j'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup travaillé, et j'ai rencontré, par exemple, vraiment un expert de la DGSE et tout. On a vraiment beaucoup parlé autour des attentats. Mais là où tu as raison complètement, c'est que je pense que moi, pour le moment, j'ai besoin entre deux de me reposer un peu de Clélia. Non, mais pour lui laisser. Parce que psychologiquement, ça doit être dur quand même. Hein. En tout cas, pour lui laisser une fraîcheur. C'est-à-dire que Clélia, elle est très, dans le bon sens du terme, elle est très présente, quoi. Elle est très intense. Et il serait facile, par fatigue peut-être, hein, de la fabriquer. Et je pense que moi, j'ai besoin de respirer entre deux pour que justement, elle continue à respirer de manière personnelle, en fait. Alors, ça va peut-être changer parce que le troisième étant très singulier, ça va créer une évolution dans le personnage qui peut-être va faire que, je ne sais pas, peut-être que finalement, d'autres après vont arriver. Mais pour l'instant, effectivement, c'est plutôt moi qui ai sans doute besoin de me reposer un peu d'elle. Eh ben, en tout cas, merci. On rappelle juste qu'on peut te retrouver, Sandrine, sur tes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre Sandrine, hein, puisque tu partages assez régulièrement, et on peut suivre tes actualités, que ce soit tes actualités de romancière ou de réalisatrice comédienne. Voilà, et puis on a vu tout à l'heure aussi le site internet. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter la question de l'invité. Allez. Alors, chère Sandrine, pour t'expliquer le principe de la question mystère, la question de l'invité, c'est que la semaine dernière, donc vendredi dernier, nous avons reçu comme invité Camille Kouas, qui est venue nous présenter son premier livre aux éditions Fayard, Virginie Porn. Donc un livre qu'on a eu l'occasion de présenter dans ce livre, qui est aussi réalisatrice pour la télé. Elle a réalisé plusieurs séries, dont Lupin, Vortex. On a eu l'occasion d'en reparler. Et je rappelle qu'on peut revoir les rediffusions sur la page YouTube ou sur Facebook. Elle avait justement une question pour toi quand on lui a dit que tu venais avec nous ce soir. Sandrine, je vois que tu as travaillé dans le documentaire. Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que quand on travaille dans le documentaire, on écrit un scénario, donc on écrit une histoire, et puis après, on va sur le tournage et la réalité. Et c'est comment en fait tu fais pour réécrire le scénario, ou alors quand le scénario ne matche pas ce que tu veux raconter et que tu es surprise par le réel. C'est une super question et qui rejoint complètement ma façon d'écrire mes romans, je pense, avec mes personnages. Je pense que j'ai exactement le même principe. Alors, quand on écrit un documentaire, puisqu'en plus, moi, par exemple, Les Reclus, c'est rare, mais moi, je l'ai écrit et je suis partie en tournage avec 80 pages d'écrites. Hein.
Donc, ce qui est rare. En fait, moi, je fais ce qu'on appelle une pré-enquête, c'est-à-dire que je rencontre et je parle des heures durant avec tous mes protagonistes. Donc, dans un documentaire, on appelle ça des témoins. Et je prends des notes et je tricote mon histoire. Par exemple, dans Les Reclus, j'avais vraiment une structure en 4 épisodes sur la base du triangle de Karpman, qui est un outil de décryptage comportemental autour de la manipulation. Donc, j'avais mon premier épisode, c'est les bourreaux, le deuxième, c'est les victimes, pardon. Le deuxième, c'est les bourreaux. Le troisième, c'est les sauveurs, qui sont les trois bases du triangle de Karpman, les 3 sommets. Et le quatrième, c'est la justice. Et donc, la justice, c'est comment on sort du triangle de Karpman. Et donc, voilà. Et en fait, j'ai fait donc une pré-enquête et à force de parler avec les gens, à force de de les comprendre, j'ai pu écrire 80 pages. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'écris mes questions et je rentre en tournage. Et à ce moment-là, eh bien, la plupart du temps, ils répètent ce qu'ils m'ont déjà dit, ou bien ils vont un petit peu derrière. Et alors, ça me permet au contraire d'enchaîner. Et j'appelle ça des accidents heureux. Et le tout rentre finalement néanmoins de manière assez naturelle dans ma structure. Et c'est exactement ce que je vous disais sur mes personnages de romans. D'accord. Non, il y a ma fille. On parle de polar, on entend des couverts qui tombent, attention. Hein. Attention, il y a un meurtre à la maison. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci à toi d'avoir répondu à la question donc de Camille Kouas. En 2-3 mots, Sonia, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le livre de Camille? Je ne sais pas si elle est avec nous ce soir, mais... Un livre étonnant où j'ai été surpris parce que, comme je disais, je le dis souvent, je ne lis pas la 4e de couverture. Le titre, je l'avais lu, mais sans faire attention. Donc, c'est vrai que c'est surprenant. En fait, elle apprend, la protagoniste apprend que en fait, ses parents n'ont jamais travaillé dans l'immobilier, mais que du coup, ils travaillaient dans la production de films pornographiques. Et du coup, quand on a 13 ou 14 ans, c'est pas facile après de gérer tout ça dans son entourage, auprès des amis. Et après, quand elle grandit, qu'elle rencontre les hommes, qu'elle a beau dire oui, donc mes parents dans le porno et tout ça, et qu'en fin de compte, elle est vierge à 25 ans. Donc, c'est vrai que c'est pas évident pour les relations avec son entourage. Et voilà, le travail familial, entre guillemets, n'est pas toujours rose, on va dire. Et non, effectivement. Voilà, donc elle était venue nous présenter son livre, un premier roman aux éditions Fayard. On avait pas bien parlé aussi de son métier de réalisatrice. Mais ce vendredi, on va recevoir encore une nouvelle auteure de chez Fayard, puisqu'on va avoir la chance de recevoir Joran, qui viendra donc nous présenter son premier livre également chez Fayard, Quand je serai grande, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs de pompiers de Paris. Donc voilà encore un sujet dont on va avoir l'occasion de parler. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec toi, Sandrine. Quelle serait la question que tu as envie de poser à Joran? Alors, Joran, je sais que tu as voulu raconter ton histoire et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as très envie de transmettre, pourquoi c'est extrêmement important pour toi d'avoir écrit ce livre. Et par ailleurs, mon petit doigt m'a dit que tu avais envie que ça existe en images également. Alors, moi, je vais te dire, ton histoire a l'air extraordinaire et si je pouvais lire ton livre et peut-être qu'on se parle d'un projet, voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Sandrine, pour ta question, qu'on diffusera donc à Joran ce vendredi. Donc, ce livre, Quand je serai grande, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs de pompiers de Paris aux éditions Fayard. Donc, on lui diffusera cette question et cette proposition. Mais encore une fois, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, l'émission. J'aime bien le dire, mais tout ce qui est dit dans cette émission se réalise. Ah, bah, génial. Non, mais franchement. Donc, maintenant. Il se trouve que, enfin, moi, je ne connaissais pas et ce que tu m'en as raconté, d'abord, me donne très envie de lire. Ensuite, c'est un très grand parcours de résilience. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Ensuite, c'est un parcours de femme. Or, pour tous ceux qui m'ont lu, voilà, moi, je pense que je colle à mes héroïnes et je raconte des parcours de femmes. Et donc, je trouve ça super. Et puis, en plus, comme le casting est fait, voilà, c'est parfait. Et ben voilà, on aura l'occasion d'en parler avec elle et puis on en discute en off après avec grand plaisir. Et vraiment, merci beaucoup.
Et ben, ce que je te propose maintenant, c'est de recevoir notre chère amie Séraphine. En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui sont présentes et qui nous regardent, hein. Pour l'instant, je vois qu'ils sont très attentifs. Donc, ce que je vous propose, c'est de recevoir Séraphine. Oui, vas-y, je t'en prie. Je voudrais juste remercier Joël pour le petit commentaire qu'elle a mis. Voilà, qui a mis donc le petit commentaire. Là, bravo Sonia et à Marie. J'étais persuadé de l'avoir mis. Désolé. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et ben voilà, maintenant c'est fait. Allez, on accueille Séraphine, puisque je la vois qu'elle est en mode j'arrive. Séraphine Matin, la grilleuse de l'émission, qui a le sourire jusqu'aux oreilles avant même de commencer à parler, comme nous disait Alexis. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sandrine, de ce que tu as entendu de l'émission? En deux mots. En règle générale, une passionnée, mais du coup, j'ai hâte d'aller gratter dans ces sujets. Mais je souriais surtout parce que je suis super contente à l'idée que le projet de Joran puisse t'avoir touché à ce point, parce que justement, moi, en faisant mes recherches, j'ai été plus que touchée. Et si tout ça pouvait enfin aboutir sur de très très belles choses, ce serait génial. Je trouve ça hyper touchant. Hyper touchant. Donc je souris un petit peu pour ça. Et surtout le côté, tout ce qui se dit dans l'émission, ça arrive. Waouh. Inch'Allah. Ah oui. Allez, en tout cas, nous te laissons avec Sandrine. Nous t'écoutons. J'aime bien quand il s'efface comme ça et qu'on se retrouve en intimité. C'est ça. Mais déjà, j'aime bien la façon effectivement dont tu parles de tout ce que tu fais. On sent vraiment une passion et on te sent aussi posé, assez posé. Et ce qui me questionne du coup, c'est ton héroïne, ton anti-héroïne. Parce que Clélia, elle est particulière, elle est très particulière et pourtant elle te colle à la peau. Tu as même besoin de prendre des vacances d'elle tellement elle est envahissante. Et donc j'aimerais savoir en quoi elle te touche comme ça, pourquoi tu as choisi de la rendre comme ça et en quoi elle te ressemble quand même. Clélia, comment dirais-je, c'est une part de moi, évidemment. Enfin, je veux dire, en plus, moi, je dis souvent que j'écris des autofictions déguisées en fiction, justement. Et Clélia, évidemment que c'est une part de moi. C'est une part de moi qui fonce, qui est très très en colère. Moi, je pense que je suis, encore une fois. Je pense que j'ai une colère intérieure extrêmement forte. Il se trouve que la colère, tout le monde en a peur et tout ça. T'as un chat, toi aussi. Mais le fait est que la colère, c'est un excellent moteur. Je dis ça à tous les gens qui sont en colère. Si on cesse de ruminer contre le monde ou d'attaquer le monde entier, c'est-à-dire de la colère qui nous victimise, alors la colère devient un excellent moteur de création, d'action. Enfin, les hyperactifs sont des gens très en colère et je suis une grande hyperactive. Donc, voilà. Donc, elle me ressemble indéniablement sur cet aspect de colère et puis sur un aspect très jusqu'au boutiste. Je pense que, alors moi, je suis jamais tombée là-dedans pour le coup, mais j'aurais pu. Toute la question de l'autodestruction quand on a vécu un traumatisme, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui m'appartient, même si je l'ai pas vécu directement ou pas autant que ça ou pas comme ça. En tout cas, cette tentation-là, c'est quelque chose que je connais. Et donc, oui, bien sûr, elle me colle à la peau et elle est une part de moi. Voilà, c'est sûr. Oui, mais j'ai vu un commentaire passer qui disait tous les auteurs mettent une part d'eux-mêmes. Alors, je crois que c'est vrai, plus ou moins. Et chez moi, c'est plutôt plus que moins. D'accord. Je me doutais de ça et du coup forcément ça me donne envie de te le demander. Tu traites justement des familles, enfin des problèmes interfamiliaux, voire générationnels, transgénérationnels et surtout de ce moment où ça bascule. J'aurais bien aimé savoir en quoi ça te touche. Pourquoi est-ce que ce sujet-là particulièrement, c'est entre l'autofiction et le réalisme de ces fictions?
Non, mais parce que moi, j'ai vécu, subi, été témoin de violences intrafamiliales très graves, très lourdes, et que pour me sortir de ça et du destin du coup tout tracé qui m'était donné, qui était voilà, où j'avais une palette finalement assez peu large entre, je ne sais pas, voilà, justement d'autodestruction ou en tout cas de non-épanouissement de moi-même, et ben, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée et c'est devenu un sujet que je connais à la fois de manière empirique et de manière théorique. Et je crois que l'ensemble de ça a maturé pendant plusieurs années, mais en passant par le biais, moi je lisais Bourgoin et les serial killers à 18 ans, je lisais la criminologie, j'en avais 20, enfin des sujets de criminologie, j'en avais 20, voilà, et de tout ça est née Clélia, en fait, d'ailleurs. Et puis mes autres histoires, parce qu'en fait, elles se sont vraiment imbriquées, même si je les écris au fur et à mesure et tout ça, mais quand même, elles se sont toutes. Enfin, j'en ai plusieurs en arrière-plan comme ça et qui sont nées bizarrement à peu près toutes il y a une dizaine d'années en fait. Alors il se trouve que j'ai de la chance d'en avoir plein, donc voilà, mais c'est comme s'il y a un moment, et qu'est l'arrivée de ma fille d'ailleurs, donc si on parle de coïncidence, c'est assez étrange, et ma fille, voilà, qui est sans doute une part de liberté par rapport à ma propre histoire, justement, et bien, c'est comme si, voilà, à ce moment-là, il y a plein d'histoires qui sont arrivées, et, euh, et maintenant je les raconte, et c'est le fruit finalement de tout ça, d'un vécu, mais au sens large, c'est-à-dire d'un vécu de victime, mais aussi un vécu justement de femme qui réagit par rapport à ça, qui a une histoire par rapport à ça, qui a vécu d'autres choses par rapport à ça, et qui a vécu des répétitions, et en même temps qui essaye enfin, voilà, moi je suis très animée par une quête de vérité et de liberté. Et en ça, pour le coup, Clélia, c'est un point commun avec Clélia. Oui, oui, c'est pour ça que Clélia, du coup, tu l'as pas faite flic. Tu l'as fait justement, tu l'as fait enquêtrice de personnalité. Ouais. Elle va pas chercher, comme tu dis, elle va pas chercher le quoi, elle va chercher le pourquoi. Et ce pourquoi, finalement, c'est ce qui t'amène toi-même dans ta recherche de toi-même, et du coup, dans ton envie de le développer dans tes romans. Je pense que ouais, il est là aussi votre point commun, le Ouais, ouais. pourquoi. Oui, Mais oui. une enquêtrice de personnalité, c'est quoi? C'est entre le profiler et la psy? C'est quoi exactement Pour moi, c'est pas son du tout métier? pour moi, c'est pas du tout profiler, parce que le profiler, il va chercher à dresser un portrait, donc il est à nouveau dans la recherche de qui. Alors que non, Oui, l'enquêtrice de personnalité, oui, je pense qu'une bonne enquêtrice de personnalité connaît à peu près tout ce qui tourne autour, en tout cas, du psy, mais même tu parlais du transgénérationnel, effectivement, idéalement, en tout cas, elle connaît la notion de répétition, la notion de transgénérationnel, mais potentiellement, elle devrait avoir des notions de sociologie, des notions d'ethnologie, c'est-à-dire qu'on ne traite pas pareil, ok, oui. justement, quelqu'un qui est, et on ne juge pas pareil d'ailleurs dans Rosine, le premier livre, c'est juger, c'est comprendre, et on ne juge pas pareil une malgache, par exemple, qui croit au vaudou, que une française catholique, Bien sûr, bien intégriste ou pas sûr. d'ailleurs. Mm, Enfin, mm. voilà. Oui, 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 bien sûr. Et donc normalement, alors c'est pas le cas, hein. En vrai, c'est des personnes qui sont très sous-payées, qui donc doivent faire beaucoup d'enquêtes pour pouvoir vivre. Et Mm. puisque Clélia, elle, a l'héritage de sa grand-mère, on ne sait pas si c'est bien, parce que la notion d'héritage, c'est encore une autre histoire, hein. On hérite de plein de choses. Mais en tout cas, du coup, elle peut faire ses enquêtes tranquilles sans avoir besoin d'argent. Et voilà, et du coup, elle le fait de manière très, très armée. Euh, ce qui n'est malheureusement sans doute pas le cas en France complètement. Mais, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en France, le juge d'instruction, il a toujours deux enquêtes à sa charge, l'enquête dite de preuve, donc l'enquête matérielle, et l'enquête de personnalité, où il y a l'enquêtrice de personnalité, mais il y a les experts psychiatres, et il y a tous les experts qu'on veut.
en réalité. Voilà. Mais cette partie-là est très malmenée en France, puisque comme on a la fameuse présomption d'innocence, quand on arrive au procès, l'idée, c'est de démontrer que le prévenu est coupable. Voilà. Alors qu'aux États-Unis ou en Angleterre, dans la justice anglo-saxonne, une fois qu'il y a procès, la question, c'est pas tant que si le prévenu est coupable ou pas, c'est la peine. Or, toute l'enquête de personnalité porte sur la peine et non pas sur est-ce qu'il est coupable ou pas. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, mais d'où cette concentration. Enfin, c'est vrai que je cherchais depuis le début, je cherchais les points communs que vous pouviez avoir toutes les deux parce que je trouve que à première vue, vous n'avez pas du tout le même caractère et la même façon d'évoluer ni d'appréhender les choses. Donc, elle était forcément profonde, cette Oui, ressemblance. oui, c'est très vrai. Et ce que je ne retrouve pas aussi de toi chez elle, c'est aussi cette solitude qu'elle a. Enfin, elle n'est pas extrêmement entourée. Et puis d'ailleurs, elle fuit un peu les gens et elle les fait fuir aussi. Et pourtant, toi, tu es très, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes ton métier parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail solidaire. Et on n'en a pas parlé aussi, mais tu fais partie des Louves, donc d'une Ouais. sororité, les Louves du Polar. Je suis très fan du collectif. Enfin, c'est très important pour moi. Voilà. Et du coup, tu es très fan du collectif. Et ça aussi, c'est très familial, finalement, le collectif. Donc, est-ce que tu retrouves justement cette famille extérieure? Enfin, Ouais, quel est ton absolument. besoin d'être entouré comme ça? Ouais, je l'aurais pas dit comme ça, mais certainement. Enfin, en tout cas, je me suis recréé une ou des familles et j'aime faire partie des Louves. Je fais partie de PFDM, c'est pour des femmes dans les médias. Oui, c'est important, c'est en tout cas de trouver effectivement d'autres familles basées sur des valeurs justement que j'ai peut-être pas assez connues, en tout cas enfant, de respect, d'entraide, d'humour, voilà, d'amour au sens le plus large du terme, c'est-à-dire au-delà de l'amour amoureux ou familial. Oui, bien sûr. L'amour, c'est plus large que ça, l'amour des gens. Bon, après, je pense qu'à part les livres et deux chats d'ailleurs, donc voilà, et je pense que mon amour, enfin, j'ai toujours aimé les gens. Parce qu'il y a aussi, enfin, alors je le traite pas du tout dans mes romans, quoique, au final, ça sera peut-être ça, l'histoire de Clélia. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inné et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acquis? Qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qu'on choisit et de ce qu'on ne choisit pas? C'est une vraie question pour moi, qui est toujours, voilà, qui me suis toujours questionnée autour de qu'est-ce qui nous agite, c'est-à-dire les moments où on fonctionne plus par réflexe ou ou en tout cas c'est notre inconscient qui guide, et voilà, à quel moment on est libre. Et moi, je crois que voilà, j'ai toujours aimé les gens. Et ça, de la même façon, j'ai toujours été hyper frontale. Y a des gens qui parlent de mon écriture super cash, mais en fait, j'écris et pareil, je filme. Moi, quand je filme, ceux qui ont vu mes films, que ce soit mes documentaires ou mes fictions, je suis à hauteur de regard. Enfin, j'ai un truc très frontal et ça, c'est comme aimer les gens. Je sais, voilà, aussi bien ça m'appartient à moi en propre, pour le coup. Oui, c'est pas le faire ni de loin, Non, ni mais de en l'extérieur, revanche, il faut que ce soit proche et frontal aussi, l'amour, quoi. ouais. Ouais, mais elle est passionnante ta question parce que je comprends. En revanche, je crois que je comprends parfaitement. Donc, ça aurait été sûrement une tentation chez moi. Je comprends parfaitement Clélia qui, avec les traumatismes qu'elle a vécus, plus celui qu'elle ne connaît pas d'elle-même, met les autres à distance malgré elle, justement. Ça la dépasse. C'est pas qu'elle veut ou qu'elle veut pas, c'est qu'elle a tellement peur C'est d'être ça, c'est d'être instinctif, à c'est un nouveau réflexe de défense. blessée, qu'elle met les autres à distance de facto. Et donc, effectivement, la conséquence, c'est la solitude. Oui, forcément. Mais c'est bien du coup que toi, t'aies fait le choix inverse et je comprends pourquoi Joran, l'histoire de Joran te touche aussi. Elle te Ouais. touche forcément parce que tu as cette résilience et que tu règles aussi ce qui te touche et ce que tu as envie de dénoncer dans tes lignes. Et c'est chouette. Et par rapport justement à la famille
et ta fille dont tu as parlé, Ouais. le fait que ce soit sa photo Ah. sur Tant qu'il y aura de l'amour, est-ce Ouais. que c'est un hommage ou un héritage? En fait, heu, Tant qu'il y a de l'amour, c'est marrant parce que c'est une histoire que j'ai écrite, enfin en tout cas la base, une fois de plus, j'écris en plusieurs étapes et parce qu'il est aussi question d'adoption d'une certaine manière dans Tant qu'il y a de l'amour, même si c'est pas si clair que ça, mais si quand même. Puisque c'est voilà et je l'ai écrite avant. Alors je dis pas que c'est prémonitoire parce qu'il faut pas exagérer, mais je crois qu'en tout cas ça c'est un livre qui est autour du fait qu'on peut être sauvé par amour et que l'amour peut se trouver ailleurs que, dans la famille de gènes, de génétique, de la famille de sang. Et je crois que et voilà et en fait, et comme tout quand même tout tourne, en tout cas, il y a une figure très emblématique qui est la petite fille, hein, qui a 6 ans, la plus petite de la fratrie, qui s'appelle Mathilde. Et bien, quand il a été question de faire la couverture et au Caïman, pour le coup, Jean-Louis, autant chez Belfond, c'est vraiment Karine, autant Jean-Louis, il avait une tendance à dire qu'est-ce que tu veux mettre dessus. Et en fait, je me suis tout de suite dit, c'est le visage de l'amour dans ce livre, c'est le visage de la petite fille. Et j'avais cette magnifique photo. Je remercie David Kruger, qui est un ami comédien et photographe, qui a Sublime. et donc voilà, et puis du coup voilà, ça s'est retrouvé là. Alors j'espère que c'est un hommage et non pas un héritage. Pour revenir à ce que tu Oui, dis. c'était oui. Du coup, c'était ma question. Et c'est vrai que ce que j'y retrouve, parce que tout à l'heure on parlait des séries, on parlait de Quanta justement, que j'ai regardé. En plus, je suis très Netflix en ce moment, donc et du coup, je me disais que s'il y avait un parallèle à faire, tu vas me dire si ça pourrait être un beau mélange, mais j'ai l'impression que ton écriture, enfin, en tout cas, tes personnages, ta vision, elle se place quelque part entre la série Adolescence qui passe en ce moment Ouais. et les Chemins de l'Olivier, avec justement cette 1000 fois merci. ah voilà. Ouais, Je tu vois vois, pas ce que je peux ajouter. Non, je vois pas ce que je peux ajouter, c'est très, très juste. ah bah, c'est super. Bon, Ouais. la seule chose que je veux rajouter, c'est hâte de voir Meurtre à Meudon. Alors je vais pas faire Meurtre à Meudon tout de suite, hein, parce qu'il y a Antoine qui a déjà tué quelqu'un à Meudon. Voilà, mais Meurtre à Chartres en revanche, début juin et puis je vais en tourner un prochain en Corrèze. D'accord. Et ben écoute, voilà, si Antoine et son Meurtre à Meudon pouvaient rentrer dans la série, ça pourrait Et être bah, sympa. C'est une écoute, petite commande. Inch'Allah, tu as dit Inch'Allah, comme dirait, comme chez moi. C'est ça. Moi, ma fille est marocaine et moi, je suis à moitié égyptienne. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, alors, tu m'as pas posé la question, mais je le dis, je m'étonne moi-même et dans tous mes livres, il y a des gens d'Afrique. Et d'Afrique noire en plus. Donc c'est marrant parce que moi, ma mère était donc égyptienne bon, en Égypte, il y a du noir au blanc, hein, vraiment. Ma mère était assez claire de peau et ma fille est marocaine et ça va du noir au blanc aussi. Ma fille est très claire de peau aussi. Mais voilà, tu vois, dans les choses qui nous agitent, mais c'est génial, en revanche, quand on le met dans des livres, c'est que il y a un truc qui s'impose à moi dans des personnages venant d'Afrique et dans cette culture qui ruisselle à nouveau voilà, à des endroits. Donc, c'est marrant. Mais donc, voilà, mais Antoine sur grand écran, why not, avis au producteur. Allez, avis lancé. Je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup à tous les deux. Alors encore une fois, beaucoup de choses se sont dites dans cette émission. Si tout voit le jour, comme vous dites, il faudra revenir, chère Sandrine, pour nous parler de tous ces projets. Hein. Il faudra surtout que je t'offre 1000 bouteilles de champagne et que je te dise waouh, toi. Vous êtes témoin, elle l'a dit, 1000 bouteilles de champagne. C'est ça. Oui, mais à toi. Oui, à moi. Non, on partage. On en partagera 99. Il y a Joël qui nous dit, en tout cas, merci pour votre échange. Alors, j'ai pas compris le commentair qui s'est affiché là sur StreamYard. Là, bon, on verra ça après. Mais Joël qui nous dit, pour Meurtre à Fuveau, on veut bien avoir un petit rôle.
Attention, on a toute une team là. Bah, à Meurtre à Chartres, j'avais fait venir des gens qui avaient envie parce que c'était pas très loin de chez moi, parce que j'habite dans les Yvelines. Et voilà, donc à ceux qui sont en Corrèze, ben, tu peux aussi donner mon 06. Oula, d'accord. Bah tiens, il faut qu'on en parle, ça, Pour justement. de la figuration, je précise, hein, parce que... Ah bah oui, oh non, tout de suite le premier rôle. Non, tout de suite quand même. Non. Bon, en tout cas, bah, merci à toi, Sandrine. Hein. Donc, on rappelle que tu étais avec nous ce soir pour nous parler de ce livre Antoine, un fils aimant aux éditions Belfond. Donc, c'est ton 3e roman, hein, où on le rappelle, qui est une enquête pleine de rage pour aborder la violence sous son angle le plus intime et le plus pervers. Donc, vraiment, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rejoins effectivement ce que dit Laurent. Très intéressant, beau live, un grand merci. Donc, vraiment, merci à toi. Juste avant de te laisser le mot de la fin, je voudrais juste que Séraphine nous dise voilà ce qu'elle a pensé de cette émission dans son ensemble, si elle veut dire quelque chose à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Que je suis contente encore une fois d'avoir rencontré quelqu'un qui résonne, qui a des mots qui me font sourire parce que je les pense aussi, parce que je les vis aussi. Et du coup, encore une fois, une très belle rencontre. Je suis ravie. Eh ben, merci à toi. Sonia? Bah, moi, je voudrais encore remercier Sandrine pour le bon moment de lecture que j'ai eu. Et encore bravo à notre enquêtrice de personnalité, Séraphine. Voilà, ça va plus être la psychochroniqueuse, je l'appelais notre enquêtrice de personnalité. En tout cas, merci. Joël qui dit bisous à tous, Florian à mettre. Oui, bon, merci. Merci Joël. Madi Bertini qui dit émission passionnante et autrice très touchante. Talibanière qui nous dit merci pour cette soirée, que de beaux échanges et bravo Sandrine pour toute cette énergie, une belle découverte. Et Frédéric qui nous dit encore une émission bien réussie et merci pour tout. Sandrine, qu'est-ce que tu veux dire juste avant que je présente rapidement l'auteur qui viendra avec nous la semaine prochaine? Non, vendredi. À chaque fois, je ferai la bourde à chaque fois. Mais qu'est-ce que tu veux dire pour les personnes qui nous ont écoutés ou pour les membres de l'équipe ce soir? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Florian. Merci infiniment, Séraphine, Sonia, Marie, et puis tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, moi, au-delà du fait que j'aime les gens, je pense que nous ne sommes absolument rien sans vous, sans les lecteurs, sans les chroniqueurs, sans les libraires, sans les journalistes, sans les éditeurs, voilà. Et merci de m'avoir offert cet espace absolument libre, ce qui est rare et extrêmement précieux. Voilà, c'était top. Eh ben, merci à toi en tout cas d'avoir pris cette 1h30 presque plus, et encore sans parler des minutes en coulisses avant pour préparer l'émission, d'être venu nous parler et surtout d'avoir accepté de venir dans cette émission. Voilà, on a été obligé de la décaler pour diverses raisons et tu vois, tu as accepté de revenir à une autre date, donc vraiment merci à toi. J'invite à tous mes amis auteurs à le faire aussi. Ah bah écoute, ça soit bien entendu en tout cas. Bah merci à toi. Écoute, on va terminer avec ces mots-là, mais en tout cas, merci à toi. Très touchant, effectivement, de t'avoir reçu ce soir. Et le rendez-vous est pris, donc, pour parler encore nouveaux projets. Et je rappelle donc que ce vendredi, nous recevrons Joran pour son livre Quand je serai grande. Voilà, aux éditions Fayard, des foyers de l'aide sociale à l'enfance aux sapeurs-pompiers de Paris. On l'a vu avec Séraphine, avec comment nous l'a présenté le livre tout à l'heure, Sonia, que ça va être encore un live assez intéressant. On lui diffusera bien évidemment la proposition et la question donc de Sandrine, en espérant effectivement que cela se fasse. Et à ce moment-là, si ça se fait devant la terre entière, puisque je vois qu'on est pratiquement à 1 500 000 à regarder l'émission ce soir, que je vous veux si le projet se fait, je vous veux tous les deux dans l'émission pour parler de ce projet. Grave. Waouh. Ah bah tiens, soyons fous, hein, quand on voit... Hein, on veut voir grand dans cette émission, et ben on commence par ça. Donc en tout cas, merci à toi Sandrine. On rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi sur ton site internet www.sandrinecohen.fr, puisque tu fais de la photo aussi. On n'a pas eu trop le temps d'en parler ce soir, mais voilà, il y a de magnifiques photos aussi. Tu es aussi romancière, tu es aussi réalisatrice, comédienne. Enfin voilà, une multicasquette à découvrir. Donc vraiment, merci à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. On se retrouve tous vendredi. Et je vous disais donc, lisez des livres et on se voit très bientôt. Allez, je m'arrête là pour les remerciements. Ciao. Ciao. À vendredi.